Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 10e case du calendrier de l'Avent 2024. Les 24 Comics Presso avant Noël, accompagné de mon petit espresso. Et ben, je m'en vais vous parler d'une de mes lectures marquantes de l'année, mais avant ça, évidemment, on va répondre à une petite question. Et cette question, on me l'a posée sur Instagram. Instagram, on vient d'atteindre les 1000 abonnés, le même jour qu'on atteignait les 3000 sur cette chaîne. Assez dingue. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, j'utilise pas mal pour vous sonder, justement. Et là, je vous demandais si vous aviez des questions. Et il y en a eu plusieurs que j'utiliserai dans les prochaines vidéos. Là, je voulais répondre à celle de Seven Night A. Un jour, il va falloir que tu me dises comment on prononce ton pseudo, gars. Parce que ça fait longtemps que tu es sur la chaîne et j'ai jamais su. Tu nous demandais quel était mon top 5 ciné ou musique. Et bah écoute, je te propose de faire le top 5 ciné. Et on fera le top 5 musique un autre jour. Top 5 ciné, ouais, je te jure. J'ai vu ta question hier soir et je me suis dit, oh le bordel, comment je réponds à cette question? Parce que au fur et à mesure je me suis rodé, j'ai à peu près toujours la même réponse quand on me demande mon film préféré. Mais en vrai, je suis un peu un menteur. J'ai pas vraiment de film préféré. En fait, ça dépend vachement des périodes. Par exemple, un film qui est pas dans ce top 5 que je vais vous donner, et pourtant qui est mon film préféré par moment dans l'année, c'est Le Jour sans fin. Je sais jamais si c'est Un Jour sans fin ou Le Jour sans fin en français, mais bref, Le Jour de la Marmotte, Groundhog Day, qui est génial. Qui est génial. Et pourtant, je l'ai pas mis là-dedans. Mais parfois, c'est mon film préféré, j'ai envie de regarder que ça. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection de 5 films que j'adore et qui constituent un peu mon top 5. Je me demande pas de les mettre dans l'ordre, ça sera un peu compliqué, mais le film que je cite comme étant mon film préféré tout le temps, c'est Fight Club. Fight Club, évidemment, de David Fincher. Parce que c'est juste exceptionnel, parce que ça questionne plein de trucs, parce qu'en termes de rythme, en termes d'intensité, c'est absolument bluffant. Forcément, il y a des moments où tu t'y attends pas. Ça m'avait bien pris aux tripes. C'est un film, c'est ça, c'est un film qui prend aux tripes. Et c'est absolument génial. Au moment où je vous parle, juste à côté de moi, là, il y a une affiche avec toutes les règles du Fight Club, dont la première et la deuxième, qui font que je vais pas en parler plus longtemps. Le deuxième film dont je voulais parler, c'est le premier film qui m'a mis une claque et qui m'a fait prendre conscience que le cinéma ça pouvait être ça. En fait, c'est le premier film qui m'a donné envie de m'intéresser vraiment au ciné, qui a lancé un peu cette cinéphilie qui m'anime. C'est Fenêtre sur cour, Rear Window de Alfred Hitchcock. Parce que quand j'ai vu ce film, j'ai compris à quel point le ciné pouvait être fou, avec tellement de détails, que ce soit la musique, que ce soit le jeu d'acteur, que ce soit le suspense, qui était évidemment le point fort d'Hitchcock. C'est un film génial. Je sais que certains ont du mal à voir des films qui sont un peu datés, mais il n'y a pas plus moderne qu'un film comme Fenêtre sur cour, qui est génial et qui aujourd'hui en plus pourrait être transposé un peu sur les médias, etc. au niveau du voyeurisme. Je pense qu'il y a un moyen de faire un Fenêtre sur cour moderne. Peut-être que ça a été fait d'ailleurs. Mais bref, c'est génial. J'essaye d'accélérer parce qu'en fait les comics presso durent longtemps à chaque fois. Je voulais vous placer Le Cercle des poètes disparus. Pareil, parce que c'est la première fois où j'ai vu un film un peu indé. Chacun sa définition, mais moi je le ressentais comme ça en mode bon, c'est pas un blockbuster, c'est pas ça. Et que j'ai adoré. J'ai absolument adoré. En plus, j'étais en section littéraire au lycée quand je l'ai découvert. Et du coup, je me suis un peu reconnu, etc. Presque envie de monter sur une table au prochain cours et d'adresser un message au capitaine. Voilà, pour le Cercle des poètes disparus que je vous conseille évidemment beaucoup. Forrest Gump, comment ne pas le placer dans un top 5 de quoi que ce soit d'ailleurs. Forrest Gump, c'est un film que j'aime énormément, que j'ai pu revoir récemment dans un concept de Lena, où elle regarde les films cultes qu'elle a jamais vus. Et enfin, Forrest Gump, c'est génial, c'est plusieurs histoires en une, c'est un Tom Hanks au sommet de son art. C'est absolument bluffant. Zemeckis, de toute façon, était vraiment un de mes réalisateurs préférés pour le coup. Je peux regarder à peu près tout ce qu'il a fait et kiffer, donc franchement, c'est juste génial.
Et puis, le top 5, bah écoutez, on va mettre Philadelphia. Voilà. J'avais sûrement une autre idée en tête au moment où j'ai appuyé sur Rec. Mais je vais mettre Philadelphia, qui était le deuxième film dans le concept de Lena qui devait se battre contre Forrest Gump, que les gens n'ont pas sélectionné. Et j'étais un peu déçu parce que Philadelphia, c'est vraiment un film à découvrir. Ça sort l'année d'avant Forrest Gump. C'est le premier Oscar pour Tom Hanks, qui sera suivi de celui de Forrest Gump derrière. Hein. Le gars en a enchaîné 2. Un des rares à avoir fait ça. Et bon, bah déjà, en termes d'acting, Philadelphia, c'est magistral. Mais surtout, il y a une scène qui est ma scène préférée du cinéma, encore à l'heure actuelle, qui mélange les arts pour arriver à un truc absolument sublime. Philadelphia, c'est moins connu que les autres, donc je vous le résume vraiment brièvement. Après, promis, on passe à ce bouquin. Philadelphia, c'est l'histoire donc d'un avocat qui est joué par Tom Hanks, qui est homosexuel. On est dans les années 90, à l'arrivée aux premières années du sida en Amérique. Tout le monde se pose un peu des questions sur comment fonctionne le sida, comment on l'attrape, comment, etc., etc. Il y a pas mal j'allais dire de racisme, j'ai pas trouvé le mot, mais bref, déjà d'homophobie, mais surtout, on garde vraiment à distance les gens qui sont atteints du sida. Et Tom Hanks va être viré de son cabinet d'avocat pour une autre raison. Et lui, il est persuadé que c'est parce que il est séropositif, donc il va aller engager un autre avocat, un avocat noir, pour venir le défendre, qui au début ne voudra pas le faire parce que lui aussi veut garder ses distances, parce que lui aussi se méfie. Et en fait, petit à petit, ça va créer un lien assez fou entre les deux. Et tu vois évidemment le miroir de la société de comment est-ce que lui, en tant que personne noire, doit se battre tous les jours pour, surtout en Amérique, simplement juste pour avoir des droits. Et comment est-ce que ça va faire écho à la situation des personnes homosexuelles dans les années 90. Je trouve ça absolument génial. C'est fou. Les acteurs sont absolument géniaux. Bref, vraiment, regardez Philadelphia si vous n'êtes pas fait ce plaisir-là. C'est génialissime. Voilà. Fou. Je vous parlais du fait que j'arrive pas à faire des tops. Et bah, je dois vous confier quelque chose. Pour ce comics dont je vais vous parler aujourd'hui, je pense que j'ai fait une énorme connerie. La première connerie, c'est que quand j'ai sorti la vidéo, la première fois que j'en ai parlé cet été, j'ai dit que c'est un comics qui aurait pu être parfait. Aujourd'hui, je crois que je le considère presque parfait. Et ça m'amène à ma deuxième connerie. Pour moi, ce comics ne devrait pas arriver le 10 décembre. J'ai fait ma liste de top il y a un moment, il y a 1 ou 2 mois, en me disant je parlerai de ça. Et je l'ai placé 10e en partant de la fin. Quelle connerie. Quelle connerie, parce que je pense aujourd'hui vraiment, déjà qu'il est dans le top 10 de ce que j'ai lu cette année, c'est sûr, mais franchement, je pense qu'il peut encore grappiller des places. Tellement c'est un bouquin qui fait partie de ceux qui m'ont vraiment marqué cette année. Il y en a d'autres, même certains qui sont un peu plus hauts. C'était en redéfilant un peu mes vidéos ou ma bibliothèque. Je me suis dit, putain, c'était trop bien et tout, vas-y, je le place haut. Pour le titre dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de faire ça. Il était déjà dans ma tête, il y est resté, et c'était une de mes lectures de l'année. On parle évidemment d'un grand format, parce qu'à un moment donné, on n'en a jamais trop, c'est que le 3e, dans ce top, on est le 10 du mois. Tout va bien. Je vais vous parler, évidemment, d'un gros bébé. Je vais vous parler de Middle West. Je vais vous parler de Middle West, de Scotty Young et Rory Corona. Parce qu'il faut qu'on parle de Middle West. Le vent est violent par ici, je le hais. Et parfois, je crois que lui aussi. Comme s'il allait m'avaler et me recracher. C'est ce qui est écrit derrière. Vous savez, j'aime bien lire les petits dos, des grands formats. C'est mon petit plaisir. Pour Middle West, on va suivre l'histoire de Abel. Abel, c'est un jeune enfant qui a perdu sa mère. Alors, sa mère est partie de la maison quand il était encore plus jeune que ça. Là, il doit avoir une dizaine d'années. Et du coup, il vit avec son père, seul. Son père qui a du mal avec la situation, qui est excédé et du coup qui est violent. Je ne cherche pas des excuses. Hein. C'est un père violent, que ce soit moralement ou physiquement.
Et un jour, au cours d'une énième dispute, parce que Abel a fait une bêtise, comme un gamin de 10 ans, si ce n'est que là c'est une bêtise qu'un gamin de 10 ans normalement ne peut pas faire, bref, son père va vraiment s'énerver au point où il va se transformer en tempête, en une énorme tempête. Et Abel, ça sera trop pour lui, c'est la fois de trop. Il flippe vraiment de ça. Pardon, je baille en même temps, il est 4h43, je vous l'ai pas dit. Il va vraiment flipper de cette situation et il va partir. Il va partir avec un baluchon et surtout son meilleur ami, un renard qui parle. Ça vous plonge un peu dans l'ambiance. Il va partir et il va aller sur les routes jusqu'à rencontrer une bande qui vit dans une fête foraine, ambulante. Il va y faire plein de rencontres et il va essayer de maîtriser la marque qu'il porte. Son père lui a laissé la marque de la tempête. Ça veut dire que si lui aussi un jour s'énerve, si lui aussi laisse place à la rage, eh ben, il se transformera en tempête. À côté, on va suivre la deuxième histoire, celle de son père, qui part à la recherche de son fils. Parce que, il aime son fils. Et c'est un peu tout ce qui lui reste. Donc il va partir à cette rencontre-là. Qu'est-ce que j'ai pensé de Middle West? Parlons des dessins. Parlons des dessins de Jorge Corona. C'est un des trucs les plus beaux que j'ai lu cette année. J'adore le travail de Jorge Corona. Je trouve qu'il est bluffant. Que ça soit au niveau des personnages. Les personnages sont magnifiquement dessinés. Il y a un chara-design vraiment chouette. Il y a un truc hyper important qui est un peu tout le propos du récit, et s'il était passé à côté, ça serait terrible, c'est l'expression des sentiments. Je trouve que il est trop fort là-dedans. C'est-à-dire que tu ressens vraiment la tristesse, la haine, la joie, l'amour. Tu le ressens vraiment. Et c'est transmis de manière très simple parce que ça reste un récit qui est aussi adressé à un jeune public. Et le langage des sentiments, c'est un langage qui est pas simple. Ici, il le fait magnifiquement bien. Et pourtant, il n'est pas en reste sur les dessins au niveau des scènes d'action. Loin de là. Les scènes d'action, notamment les transformations en tempête, elles sont géniales. Vraiment. Je trouve qu'il y a un vrai dynamisme, un vrai chaos qui s'installe autour de ces dessins-là, autour de ces scènes d'action. Et franchement, ça m'a transporté, moi. Est-ce qu'il y a un défaut à ces dessins? Non, vraiment, il n'y a pas de défaut pour moi. Même les paysages, ils sont absolument bluffants. J'ai vraiment voyagé dans ces grandes carrières, etc. C'était vraiment trop bien. Et du coup, j'ai vraiment pas de défaut sur le dessin. Maintenant, on va parler du scénario. Je me rappelle de plusieurs choses que j'avais dit dans la vidéo, dont, pour moi, le gros défaut qui était le personnage d'Abel. Ce que je disais à ce moment-là, c'est que Abel, pour moi, c'est un petit bâtard. Au début, tu l'aimes bien, Abel. Tu l'aimes bien, t'as de la peine pour lui, parce qu'il vit des choses vraiment pas faciles. Et en fait, après, ce que je disais, c'est que tu l'aimes de moins en moins, parce que tu t'attaches aux personnages secondaires avec lesquels il est vraiment pas tendre. Que ce soit le renard, que ce soit les personnages qu'il rencontre à la fête foraine, il est pas vraiment cool avec eux. Et en fait, sur le moment, moi je ressentais beaucoup de colère aussi. Pas à cause du bouquin, à cause d'événements extérieurs, mais j'étais un peu rempli de colère. Du coup, je m'identifiais un petit peu à Abel au début de l'histoire. Et en fait, au fur et à mesure que c'était un bâtard, je me disais, en fait, ma colère, moi, elle justifie pas que tu te comportes comme ça avec les gens. Et du coup, je m'identifiais plus. Mais Néo, espèce de trou du cul, t'as pas 10 ans. T'as eu le temps de savoir maîtriser tes émotions. T'as eu le temps de savoir comment parler aux gens. Et en fait, c'est toute la différence. C'est qu'Abel, il a pas 28 piges. Il en a une dizaine. C'est un gamin, il apprend à maîtriser ses émotions, et c'est peut-être la chose la plus dure à faire de la vie d'un homme, avec un grand H. Je trouve ça dur de ma part d'avoir dit ça, parce qu'aujourd'hui, en fait, je trouve qu'Abel, c'est vraiment un personnage assez unique, qui est plein de défauts, mais parce qu'il a 10 piges, merde. Donc à partir de là, dès qu'on enlève ce défaut, qui était le seul défaut pour moi,
il n'y a plus grand chose à redire. Il y a un truc auquel je suis assez sensible au niveau des scénarios, qui fait que des récits comme Mister Miracle ou Deadly Class arrivent dans mes tops, c'est la gestion du rythme. Il y a pour moi un vrai truc de symbiose, tu vois, de truc de synchronicité un petit peu avec l'œuvre. Si tu arrives à battre le temps en même temps que l'œuvre, à battre la même mesure, d'être tu vois, sur le même diapason, je trouve que ça crée vraiment quelque chose en moi. Middle West fait partie de ces récits. Pourtant, il y a un rythme assez chaotique. Parfois, ça va très vite, notamment les scènes d'action, etc. Et tu sens qu'il y a une sorte de compte à rebours, un petit peu. Tu sens le père qui s'approche de Abel. Tu sens que Abel est en train de bouillir, etc. Bref, il y a un truc, vraiment une tension qui monte. Et en fait, ça marche trop bien. Pourquoi ? Parce que c'est hyper méta. Tu ressens vraiment la sensation de tempête. Le calme avant la tempête, c'est pas une expression pour rien. Tu sens ce truc qui monte jusqu'à l'affrontement final quasiment. Et ben ça, c'est parfait. En termes de rythme, c'est parfait. L'histoire elle-même, en termes de scénario, moi je la conseille à tout le monde. Que vous soyez un adolescent, que vous soyez un jeune adulte, que vous soyez parent, c'est une histoire que vous avez envie de lire si vous êtes parent. En vrai, c'est à peu près adapté à tous les profils. Je pense qu'on peut le lire à partir, franchement, 10-12 ans, quand vous êtes en plein dans le début de la puberté. Meilleur moment. Mais quand vous êtes jeune adulte, c'est le meilleur moment quand même. Middle West, c'est fantastique. Vraiment, c'est fantastique. Il y a un truc que j'avais dit aussi dans la vidéo, et je le pense toujours un petit peu, c'est qu'il y a un jeu de mots entre le cœur de rage et le cœur d'orage qui aurait été vachement bien à mettre dans la traduction française. Ce que j'ai pas dit à ce moment-là, dans la vidéo, c'est qu'ils peuvent pas trop le faire, en vrai. Tel moment où c'est pas quelque chose que Scotty Young a mis dans sa BD, parce qu'il pouvait pas, en anglais, il y a moins cet aspect-là, bah on pouvait pas trop le mettre en français. Mais c'est un peu dommage, parce que du coup on appelle ça un cœur de tempête. Alors qu'en vrai, un cœur d'orage, je pense que juste l'appeler cœur d'orage, sans vraiment faire jeu de mots, déjà c'était pas mal. Mais on appelle ça un cœur de tempête. Pourquoi pas. Bref, je vais pas m'étaler plus que ça sur Middle West. Moi, je peux que vous encourager à vraiment le lire. Je crois, franchement, de tous les grands formats, c'est celui que je vais le plus pousser, parce qu'il y a d'autres grands formats dont je vais reparler dans ces vidéos-là qui n'ont pas besoin d'être poussés. Middle West, il faut le pousser. Il faut le mettre entre toutes les mains. C'est d'utilité publique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour le 11e jour du calendrier de l'Avent. D'ici là, évidemment, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Et ciao tout le monde.